18h33, on est pas mal. Est-ce que Vincent Suavé, c'est tout bon pour toi? C'est bien affiché, en tout cas pour nous. Oui, tu vois le plein écran, c'est bon? Ouais, ouais, parfait. Bon. Et le son, correct aussi? Correct aussi. Bon. 5 sur 5. On l'a pas reprécisé, Vincent, hein, contrairement à la réunion sur les JAE, mais on profite avant de lancer. L'idée, c'est de pouvoir couper tous les micros, sauf le tien, pour qu'on puisse bien t'entendre et qu'on n'ait pas de bruit de fond. Et si vous avez des questions, on s'arrêtera à certaines slides pour avoir le temps de poser les questions et profiter aussi du chat pour poser vos questions. Et j'essaierai de faire le relais auprès de Vincent pour les poser. Si c'est bon pour toi, Vincent, on est parti. Oui, oui, c'est bon. Allez. Ouais. Merci Benjamin. Donc, bonsoir à toutes et à tous. Déjà, d'entrée, je voudrais vous remercier on va dire, de sacrifier une partie de votre soirée pour assister à cette réunion de rentrée, enfin, que l'on a baptisée réunion de rentrée. J'espère que ce sacrifice se transformera en plaisir à la fin de la réunion, mais nous verrons ça un peu plus tard. Donc, je m'appelle Vincent Suavé, je suis membre du comité directeur du 06 et formateur donc de JAE et de JAT dans ce comité. Et donc, je vous rappelle que l'objet de cette réunion est de vous présenter les nouveautés réglementaires 2024, mais aussi on profite de l'occasion pour faire quelques rappels concernant les règlements et autres points qu'un JAT doit connaître. Donc voilà, je vous propose de démarrer. Alors, l'ordre du jour proposé, nous dirons quelques mots sur les licences et les classements FFT. Ensuite, on viendra plus particulièrement sur les JAT1, JAT2 en matière de compétences du JAT1, du JAT2. Bon, quelques modifications légères dans les règlements sportifs concernant les compétences, mais en fait, ce sont plus des précisions que des nouveautés réelles. Alors, sachez que dans tout ce qui suit, tout ce qui sera en rouge est considéré comme une nouveauté 2024 ou une reformulation d'un article des règlements. Ensuite, donc, nous passerons au règlement sportif et la même chose, quelques rappels et nouveautés réglementaires. Le JAT en pratique, c'est plutôt à travers une situation. Alors, la situation qui a été choisie ce soir, c'est la sortie de cours, hein, puisqu'on constate dans les tournois que de plus en plus souvent, les joueurs quittent le cours, mais ils ne savent pas que finalement, on ne sort pas d'un cours comme ça, quoi. Il y a un minimum de règlements autour. Et donc, on va reprendre ce point. Enfin, nous terminerons par les tournois, là aussi, avec quelques rappels sur l'arbitrage des parties, sur la clôture d'un tournoi. Et en fait, on refait un rapide tour de l'essentiel des tournois. Et enfin, nous terminerons par un rappel concernant les référents Moja, hein, pour vous refournir la liste, enfin, que vous puissiez visualiser la liste. Ce sont des contacts, hein, que vous pouvez interroger si vous avez des soucis avec Moja ou des questions. Donc, je vous propose de commencer donc, par le premier point, licence et classement. Alors, une nouveauté 2024 concernant le certificat médical. Il n'y a plus besoin pour un pratiquant majeur de fournir un certificat médical à son club pour la délivrance d'une licence ou pour son renouvellement, hein. Vous savez qu'il y avait une fréquence tous les 3 ans. Le certificat médical devait être présenté. Et donc, cette obligation a été supprimée pour les pratiquants majeurs. Les mineurs, concernant les mineurs, il n'y a pas de changement cette année. La délivrance ou l'obtention ou le renouvellement de la licence est basée donc sur le questionnaire de santé qui est relatif aux mineurs. Hein, vous savez qu'il y a un questionnaire dans lequel le mineur ou son représentant légal doit répondre à un certain nombre de questions relatives à la santé de l'enfant. Et en fait, le représentant légal doit fournir une attestation
qui confirme que toutes les questions ont donné lieu à une réponse négative. Et si ce n'est pas le cas, en fait, il faut que les parents présentent au club un certificat médical de non-contre-indication à la pratique du tennis en compétition, datant de moins de 6 mois, de façon à ce que le club puisse prendre en charge, puisse licencier ou renouveler la licence du mineur. Donc, vous voyez, le seul changement concerne le pratiquant majeur. Mais pour nous, juges arbitres, c'est important parce qu'en fait, la mention compétition autorisée de ce fait disparaît de l'attestation de licence et nous n'avons plus à vérifier que le joueur est autorisé à faire de la compétition. En fait. Donc, je vous ai mis une licence vous voyez, donc la licence multi-raquette sur laquelle la mention relative au certificat médical a disparu. Enfin, ne figure plus. Alors, vous pouvez constater sur cette attestation de licence, il y a peut-être, c'est tout petit, mais il y en a peut-être que ça va qui vont s'interroger, la date de rattachement au club qui est au 20 juillet 2023. En fait, bon, c'est tout petit. Pourquoi? Parce que la Fédération française de tennis, dans le but de simplifier un peu la tâche des clubs en matière de délivrance de licences, a ouvert la création des licences pour la saison sportive 2024 au 20 juillet 2023. Ce qui veut dire que les clubs ont pu créer des licences depuis le 20 juillet, alors qu'habituellement, Benjamin corrigera, mais c'est à partir de la mi-août environ, hein, entre le 15 et le 20 août, quelque chose comme ça. Et donc, les clubs se retrouvaient bien souvent à avoir énormément de licences à saisir. Et il y en a certaines qui restaient sous le coude un peu plus longtemps que les autres et c'était pas évident à gérer, quoi, le flux. Alors que là, depuis le 20 juillet, donc les clubs peuvent saisir les licences, mais sachant que toutes les licences 2024 ont été activées automatiquement depuis le 1er septembre, en fait. Alors, des rappels sur le classement, calcul et publication. Alors, je vous rappelle que le calcul est établi sur 12 mois glissants. Hein, depuis, c'est la deuxième saison, hein, c'est depuis 2023, oui. La publication du classement se fait tous les premiers mardis de chaque mois, à l'exception du classement de janvier qui sera publié non pas le 2 janvier, mais le 9 janvier. Alors, je pense que c'est la conséquence du fait que le lundi 1er est férié et que matériellement, pour le personnel, pour lancer le calcul, je pense que ça a été reculé au 9. Enfin, c'est ma version, hein. Je ne sais pas si c'est la bonne, mais c'est une explication. Alors, lors d'un calcul mensuel, je vous rappelle aussi qu'un joueur pour un joueur, il y a 3 possibilités. Donc, le joueur peut se maintenir, monter ou descendre au classement, mais que tout licencié ne peut pas descendre de 2 échelons consécutifs en moins de 12 mois. Sauf, il y a des exceptions. Donc, il y a une exception principalement liée au WO. Donc, il a le service classement, le service fédéral, la commission classement a considéré que, en fait, plus un joueur disputait des parties, et plus il avait des risques de blessures. Et donc, en fait, il a été défini des tranches en nombre de matchs et des nombres de WO associés qui entraînait la descente d'un échelon. Par exemple, si un joueur a disputé 40 matchs ou moins et qu'il a 5 WO, il descendra automatiquement d'un échelon par rapport au classement calculé. Ce qui fait que cumulé avec une descente éventuelle liée au palmarès, au bilan du joueur, on pourrait avoir 2 échelons en même temps, quoi, de descente. Hein. Ensuite, alors, si le joueur a disputé entre 41 et 60 matchs et a eu 6 WO, s'est vu infliger 6 WO, il descendra également d'un échelon par rapport au classement calculé. Et enfin, troisième tranche qui a été définie, si le joueur a joué au moins 61 matchs et s'est vu infliger 7 WO, dans ce cas-là, il descendra aussi d'un échelon par rapport au classement calculé. Donc vous voyez, l'idée c'est que plus si on peut dire ça comme ça, en très très résumé, plus un joueur dispute un nombre de matchs important et plus il a droit, entre guillemets, mais ce n'est pas un droit, mais enfin, à obtenir un peu plus de WO. Enfin, il est sanctionné à partir d'un peu plus de WO.
Alors, juste pour info, mais ça n'apporte pas grand-chose, c'est surtout pour vous montrer le mécanisme. Par exemple, le classement du mois de novembre va être calculé et publié le mardi 7 novembre, et la prise en compte des résultats s'arrête toujours au dimanche qui précède le mardi du calcul, en fait, hein. Donc, vous voyez que pour le classement de novembre, le 7 novembre, les palmarès est pris en compte jusqu'au 5 novembre. Par exemple, si on prend février, mardi 6 février, le palmarès est pris en compte jusqu'au dimanche précédent, jusqu'au 4 février, etc., hein. Donc, ça vous donne une idée de. Et sur 12 mois glissants, donc, hein, en fait, hein. Donc, on démarre le début 12 mois qui précèdent, donc le 6 février 2023, en ce qui concerne février. C'était un lundi, oui. Et en fait, on va jusqu'au dimanche, pardon, 4 février 2024, pour la prise en compte des résultats. Alors, rappel concernant le WO, puisqu'on parlait de WO. Alors, le WO, je vous le rappelle, vous le savez tous, mais en fait, certains rappels sont importants. Un WO égale création d'une fiche de pénalité par le juge-arbitre. Et là, il y en a il y en a très peu qui le font, hein. Alors, c'est vrai que vous allez me dire, si dans un tournoi de 400 joueurs, vous avez 30 WO, ben, ça va faire 30 fiches de pénalité. C'est administratif, c'est pas passionnant, mais bon. Euh, c'est un des moyens qui pourrait permettre de diminuer ce nombre. Parce que là, je crois que vous serez d'accord pour dire que dans certains tournois, on voit tout et n'importe quoi. Et donc, bah, si on laisse faire, bah, il n'y a aucune raison pour que ça s'arrange. Et ça risque même de s'empirer. Donc, essayez de faire les choses correctement. Alors, c'est un joueur WO, donc le juge arbitre doit établir une fiche de pénalité qu'il faudra envoyer à la Ligue, hein. Je vous ai mis la liste, l'adresse email. Et en fait, la Ligue, donc c'est le service compétition, plus particulièrement, je pense, hein, qui transmettra à la commission régionale des litiges, hein, pour traitement de ce WO. Vous savez, je pense que, bon, premier WO, s'il n'y a pas d'historique particulier pour le joueur, ça ne va pas lui coûter bien cher. Mais bon, il a, je ne sais pas, je dis n'importe quoi, mais 10, 15, 30 jours de suspension de compétition avec sursis, bah, peut-être que la fois d'après. Alors, attention, hein, il y a des WO qui sont justifiés, hein. Vous pouvez avoir des joueurs qui sont malades réellement et qui ne vous disent pas qu'ils ne viendront pas jouer le dimanche à 9 h parce qu'ils sortent la veille au soir et qu'ils vont rentrer tard et qu'ils n'ont pas envie de se lever à 7 h, quoi, hein. Alors, il y a le WO justifié, puis il y a le WO un peu de confort, on va dire. Donc, je pense que s'il y a quelques sanctions, mais pas forcément méchantes, qui sont infligées aux joueurs, peut-être qu'il réfléchira davantage avant de planter un peu le juge-arbitre, souvent à la dernière minute. Alors, si le motif donné, un rappel aussi par le joueur, est d'ordre médical, celui-ci doit fournir un certificat médical dans les 8 jours suivant la date du forfait. Et ça permet d'éviter la fiche de pénalité, hein, sachant que dans ce cas-là, ben, bon, vous n'aurez pas à faire de fiche. Par contre, le juge-arbitre, vous, donc nous, peut effectuer une demande de retrait auprès de la commission départementale d'arbitrage seulement suite à une erreur administrative commise alors par l'organisation entre guillemets du tournoi. Ça peut être le joueur qui a appelé la secrétaire ou la personne qui est à l'accueil du tournoi qui lui a demandé d'être retiré parce qu'il était blessé et la personne a oublié de vous faire la commission, de vous transmettre le message. Vous avez aussi, on a pu oublier de convoquer un joueur, hein, ça peut arriver malheureusement sur l'ensemble, sur la masse de joueurs inscrits, la masse de joueurs inscrits au tournoi. Donc, le rappel concerne donc la seule, qui vous rappelle que la seule raison pour faire une demande de retrait, c'est une erreur administrative, et que même si un joueur fournit un certificat médical, il ne pourra pas donc prétendre à faire supprimer son WO. Le certificat médical, ça sera simplement, on n'aura pas à créer la fiche de pénalité et le joueur ne sera donc pas sanctionné.
Je me permets de rebondir, Vincent. On a dans Oui, le chat Jean-Baptiste qui dit que si tout le monde se mettait d'accord de faire payer le tournoi avant la compétition, cela éviterait aussi beaucoup de VO. Et c'est vrai que oui. maintenant, dans les clubs, il y a Hello Asso qui est gratuit pour les clubs, qui est facile à mettre en place et qui est une solution pour le paiement en ligne, qui ne prend Mhm. pas de pourcentage, quoi que ce soit, comme ça pouvait être le cas avant avec Paybox. Et la plupart des retours que j'ai des juges arbitres et aussi des présidents de clubs, c'est que quand ils ont mis en place le paiement en ligne avant le tournoi, obligatoire, ils ont pu perdre quelques inscrits qui se sont dit ben, c'est trop compliqué de s'inscrire, envie de payer, j'ai pas envie. Ils ont peut-être eu, sur 100 inscrits, on va dire, ils ont eu 5% qui finalement sont pas venus. Par contre, c'est ces 5%-là qu'ils avaient en VO qu'ils ont perdu de l'autre côté. Donc, ils se sont retrouvés à avoir plus de personnes satisfaites Mhm. parce qu'ils avaient ce paiement en ligne. Donc, c'est une solution Oui. qu'on a. Et un deuxième point que je voulais ajouter, c'est sur ces VO et fiches de pénalité. C'est vrai qu'aujourd'hui, on est sur les deux extrêmes. On sait très bien que ça, c'est notre côté théorique et c'est très bien, Vincent, de le rappeler. On sait très bien que dans la pratique, aujourd'hui, sur les 3000, 4000, 5000 VO qui peut y avoir au sein de la ligue, on reçoit peut-être, nous, deux ou trois fiches de pénalité. Donc, d'où l'importance de sensibiliser là-dessus. Je pense que si déjà on avait les VO un petit peu foutage de gueule, où le joueur vraiment exagère et qu'on a une fiche de pénalité qui remontait à ce moment-là, ça serait bien pour ne pas laisser passer tous les cas. On a eu le cas avec un joueur l'an dernier qui a fait record de France de WO, qui a fini, je ne veux pas dire de bêtises, mais à 35, 40, 45 VO. Et le juge arbitre nous dit, mais Mhm. pourquoi il n'a pas été suspendu, ce joueur? Et on dit, bah, c'est le premier juge arbitre qui nous l'a fait remonter au bout de 30 ou 35 WO qui a fait une fiche de pénalité. Donc, d'où l'importance aussi, c'était toujours le même accident de voiture, etc. Donc, dès que vous Ouais. avez un gros doute, on vous incite fortement à faire cette fiche-là bah, pour faire remonter l'info, parce que sinon, on ne le verra pas. Bah, à titre d'anecdote, dans le style foutage de gueule, j'ai eu un WO parce que le joueur m'appelle 5 minutes avant l'heure de sa convocation. Il ne trouvait pas de place. Il me dit, je peux me garer où? Ben, je lui dis, je ne sais pas, je vais vous chercher. Et puis, il me rappelle une deuxième fois. Je lui dis, vous voulez que je fasse quoi? Que j'aille vous garer le véhicule? Et puis, au bout d'un quart d'heure, il me dit, bon, écoutez, ben, moi, je joue pas, j'en ai marre. En fin de journée, j'ai pas envie de passer du temps comme ça. Bon, voilà, ça c'est. Et son adversaire était là depuis 45 minutes. Donc, Ouais. c'est le genre de WO foutage de gueule. Bon, ils ne sont pas tous comme ça, mais il y en a qui sont véritables. Mais bon, merci Benjamin pour la précision du paiement en ligne. Alors, les demandes de reclassement. Donc ça, vous savez qu'un joueur peut faire une demande de reclassement parce que, en fait, pour différentes raisons, alors, il y a trois motifs possibles. Pour reprise de compétition, hein, ce sont les fameux joueurs qui ont le statut ND et qui décident de reprendre la compétition. Hein. ND, pour mémoire, c'est non déterminé. Alors, vous vous rappelez peut-être pour quelle raison le joueur obtient un statut ND. En fait, c'est parce qu'il n'a pas euh, participé à un simple homologué au cours des 5 dernières années et qu'il a été classé au moins de 32. Et donc, au bout de 5 ans, sans compétition homologuée de simple, le joueur récupère le statut non déterminé. Et donc, il doit faire une demande de reclassement, car sans cette demande, il ne pourra participer ni aux compétitions individuelles, ni aux compétitions par équipe. Alors, deuxième motif, c'est une cause de blessure. Hein. Donc, vous voyez que, bon, je vous laisserai lire le libellé. Donc, un arrêt de 5 mois minimum, dont 12 semaines consécutives au cours des 12 derniers mois. C'est long à dire. Et en fait, si cet arrêt entraîne la perte d'un échelon, quoi, en fait. Et troisième motif possible, donc c'est en fonction du niveau de jeu. C'est un joueur qui estime que finalement il est classé 31, mais que son niveau de jeu correspond à un classement plus élevé, et donc il peut faire une demande de reclassement dans ce cas-là, sachant qu'il faut que la demande, enfin, que le fasse augmenter de classement d'au moins 2 échelons. Sinon, c'est pas la peine. Alors, il y a une nouveauté là, donc en rouge, simplification de la procédure. Jusqu'à maintenant, vous aviez un formulaire Google Forms à renseigner. Ce formulaire partait à la commission régionale ou enfin, suivant la série à laquelle vous appartenez, partez à la commission régionale ou à la commission fédérale de classement.
Là, actuellement, donc, ça a été simplifié et le formulaire est inclus dans les applications fédérales. Alors, si c'est le club qui fait une demande de reclassement pour un de ses joueurs, la demande se fait dans Haddock, par le gestionnaire Haddock du club. Par contre, à l'initiative du club, donc, comme vous voyez, cette demande de reclassement peut être faite aussi à l'initiative du joueur. Et dans ce cas-là, il a deux possibilités, via son TENUP de l'application mobile ou TENUP Internet, hein, sur le site Internet. Donc, à partir d'un ordinateur, il se connecte à TENUP et il fait sa demande de reclassement. Alors, vous allez me dire, bon, il y a le club, il y a le joueur et le juge arbitre, du coup, parce que jusqu'à maintenant, par le formulaire, le juge arbitre, vous pouvez faire une demande de reclassement. Alors, pour le moment, ce n'est pas utilisable, c'est prévu, cette fonctionnalité est prévue dans Moja, mais nous n'avons pas obtenu encore de date de mise en service de cette fonctionnalité. Je me Donc, pour le permets moment, aussi, Vincent, je me oui. permets de compléter. Effectivement, aujourd'hui, c'est soit dans Haddock, soit sur TenUp, mais il n'y a pas d'outil pour vous, juge arbitre. Par contre, on a reçu déjà des mails de juge arbitre qui disent attends, j'ai tel joueur qui nous a traversé le tableau. Parfait, faites-nous remonter par mail à compétition.pacard@fft.fr. Mm. Dès que vous voyez un joueur comme ça, nous on transmet directement à la commission d'arbitrage, de commission de classement. Donc effectivement, on n'a pas d'outil informatique pour le moment pour les juges Mm. arbitres, mais on peut toujours faire remonter par un mail l'info et on gère derrière. Ouais, merci, Benjamin. Oui, en fait, pas d'outil, mais une méthode, on va dire, indirecte, mais qui obtient les mêmes effets également. Merci. Et on a une question de Camille qui nous dit, il m'a été rapporté un joueur classé non classé qui avait été classé seconde série il y a quelques années. Pouvez-vous me dire comment cela a pu être possible et quoi faire de notre côté? Donc c'est un championnat par équipe. Je me permets de Mm. répondre, Vincent. On peut Mm, avoir des oui. fois des joueurs soit qui ont changé de club, soit au moment de la création dans leur nouveau club sur Haddock, le club a créé une nouvelle fiche et du coup, ça n'a pas matché avec leur ancien numéro de licence. Et du coup, peut-être que ce joueur seconde série a un doublon et nous, on peut faire un rapprochement pour retrouver son ancienne licence et la nouvelle qui a été créée. Et du coup, lui remettre son ancien classement, ou en tout cas, quand on fait une demande de reclassement, repartir avec son ancien historique. Donc là, typiquement, ce cas-là, c'est un cas parfait à nous faire remonter en nous disant, mais voilà, j'ai eu tel joueur, son prénom, son nom, et son numéro de licence, c'est ça. Et nous, on va pouvoir retrouver si on a une antériorité sur lui et le faire un reclassement pour pas qu'il y ait d'autres matchs où il est ancien seconde série, il rejoint non classé. Sinon, je pense qu'il y a pas mal de débutants qui vont être dégoûtés. Oui, cela signifie en clair qu'en fait, il a été créé avec un nouveau numéro de licence, quoi, sans Il y a de reprendre. grandes chances. Ouais, parce qu'il n'a pas communiqué ou parce que, enfin bon, pour toute raison. Hein. D'accord, merci Benjamin. Alors, un petit rappel aussi sur les surclassements chez les jeunes. Hein. Je vous rappelle donc, par exemple, en particulier dans les tournois que vous pouvez diriger, les 11 ans et 12 ans qui souhaitent jouer en 17-18 ans ou en senior, ainsi que les 13 ans et 14 ans qui souhaitent jouer en senior, doivent présenter au juge arbitre un certificat médical, donc de non-contre-indication à la pratique du tennis en compétition datant de moins d'un an. Et, chose importante, hein, établi non pas par un médecin quelconque, mais un médecin du sport. Alors, je m'excuse, c'est pas péjoratif, le médecin quelconque, mais très souvent, bon, disons que ça limite un peu le nombre de certificats de complaisance, quoi. Je pense que c'était l'idée qu'il y avait derrière. Ensuite, ben, vous aurez le tableau de toute façon. Hein. Donc, vous voyez, par exemple, aussi autre question que l'on peut se poser. Vous inscrivez un 10 ans à un tournoi Galaxy et il est classé 34 ou 35 et l'arbitre vous dit, ben non, c'est pas possible parce qu'en fait, le 10 ans doit être au minimum classé 33 pour jouer. Pardon, vous voulez inscrire un 10 ans en 11-12 ans, excusez-moi. Et donc, il faut qu'il soit au minimum classé 33 pour que ça puisse se faire. Alors, c'est terminé pour les licences et classements. Je ne sais pas si tu as des questions, Benjamin, ou en attente ou pas. Non, rien de spécial. Non, Bon, c'est bon, c'est tu peux bon. avancer. Donc, JAT1, JAT2. Alors, rappel sur les compétences du JAT1. Alors, je vous le disais au début, pas de gros changements. Bon, il faut insister sur le fait que nous, réglementairement, le JAT1 est compétent pour diriger seulement au sein du club dans lequel il est licencié. Donc, il peut diriger des tournois non classés 4e série, des tournois internes, des tournois
Galaxy, U10, orange et vert. Des tournois multichance, hein, TMC. Et nouveauté, enfin, c'est une reprécision en fait, hein, parce qu'il était dit en 2023, si ma mémoire est bonne, qu'il pouvait diriger toute compétition de beach tennis. Et donc, il a été précisé que c'était des compétitions de beach tennis, mais BT25 et BT100, BT100 maximum, quoi, hein, pour repréciser un peu le périmètre du JAT1. Et il peut aussi participer, bien sûr, et c'est recommandé surtout pour les nouveaux JAT1, à la gestion d'un tournoi sous l'autorité d'un JAT2. Hein. Je crois que c'est très formateur. La formation qui est dispensée est théorique, mais vous savez tous que dans n'importe quel domaine, on n'apprend jamais aussi bien que sur le terrain. Et c'est un exemple précis si en fait, on avait eu l'idée à un moment, mais c'est compliqué à mettre en œuvre, de définir des parrains, vous savez, des JAT2 parrains qui disent, ben oui, quand il y a un JAT1 qui sort de formation, qu'il a obtenu sa qualification, ben je m'engage à le prendre dans mon tournoi, mais bon, c'est pas évident à mettre en œuvre. Alors, le JAT2, lui, est compétent donc, sur le territoire de la Ligue, donc dans l'un des 6 départements de la Ligue PACA, par exemple, à gérer, à diriger toute compétition individuelle, en simple et en double, bien sûr, de tennis, hein, et tout type de compétition de beach tennis. Alors là aussi, une précision en 2024, hors BT1000 et BT2000, pour lesquels ces tournois nécessitent d'avoir un JAT3 comme juge-arbitre. Et il peut aussi, le JAT2, diriger tout type de compétition de tennis fauteuil, donc homologué FFT. Hein. Donc, bien sûr, pas de tournoi ITF, pas de... Et ce sont uniquement des tournois gérés par la Fédération française de tennis. Alors, la participation d'un JAT à une compétition individuelle, une nouveauté de 2024, un juge arbitre ne peut en aucun cas participer à un tournoi, un TMC qu'il dirige, sur lequel il officie. Par contre, il peut participer à un tournoi qu'il dirige si et seulement si les 2 conditions sont remplies. Il n'intègre pas le tableau final directement ou par qualification. Hein, exemple, hein, si vous avez un tournoi qui va jusqu'à 0, par exemple, et que vous êtes classé 15-5, ben, je pense qu'il y a peu de chances que vous intégriez le tableau final par qualification. Bon, déjà, vous n'y serez pas directement, hein, puisque vous êtes 15-5 et que le tableau final, vraisemblablement, démarrera autour des 3-6, 2-6. Et par qualification, il y a peu de chances aussi que vous y arriviez. Donc, dans ce cas-là, vous pouvez participer au tournoi que vous dirigez, en tant que joueur donc, et juge-arbitre. Alors, si par contre, vous êtes limite pour intégrer le tableau final et que vous arrivez à passer 2-3 tours et que du coup vous vous retrouvez qualifié pour le tableau final, vous êtes donc disqualifié dans ce cas-là. Alors disqualifié, le mot était légèrement, enfin est impropre. En fait, concrètement, ça veut dire que vous êtes WO, quoi. Hein, en fait, on dit disqualifié, mais vous êtes forfait au cours de votre premier match du tableau final que vous intégrez. Et si donc vous ne pouvez pas non plus participer à une fin de tableau intermédiaire en tant que juge-arbitre. Par contre, les restrictions indiquées donc, ne s'appliquent pas au tournoi interne. Donc, dans un tournoi interne, j'en conclus, hein, si ma compréhension est bonne, que vous pouvez être juge-arbitre et joueur, et même entrer en quart ou en demi-finale, en fonction de votre classement. Alors, un rappel qui n'est pas en rouge, parce que ça, c'est toujours la règle de base. Hein. Quand vous prenez part en tant que joueur au tournoi dont vous avez la responsabilité, ben, en fait, vous devez désigner un juge-arbitre suppléant. C'est-à-dire que, en clair, pendant que vous jouez votre ou vos parties, il faut qu'il y ait un juge-arbitre officiel qui vous remplace et qui soit capable d'intervenir en votre absence. On a une question, Vincent. Est-ce que le WO, du coup, quand on est disqualifié, est-ce que le VO est mis automatiquement ou cela doit être fait manuellement? Et je pense que ça doit être manuel. C'est manuellement aujourd'hui. Oui. L'outil n'a pas été. On a déjà eu le cas, là, un juge d'arbitre sans faire exprès qui a joué en septembre son tournoi, donc il n'y a pas eu d'alerte au moment où le juge arbitre l'a fait. Nous, on l'a reçu après quand le tournoi a été clôturé. Mais voilà, c'est le juge arbitre lui-même qui doit se mettre WO. Pour le tournoi National Tennis Cup, qui ne fonctionne que par tableau finaux, par classement, est-ce que c'est le même cas?
Donc, je sais que les tournois National Tennis Club, c'est des tournois avec des règlements spécifiques par la fédération. Donc, il faudra regarder dans le cahier des charges 2024 s'il y a un passage là-dessus. Mais sinon, vu que c'est pas un tournoi interne, ni un TMC, enfin, non, même un TMC, le joueur arbitre n'est pas censé pouvoir jouer son tournoi. Après, est-ce que pour la National Tennis Cup, la fédération a prévu un règlement en parallèle? Il faudra regarder. C'est le Nesty Cup, c'est ça? La NTC, ouais, National Tennis Ouais. Cup, qui qualifie au Cap d'Agde. OK. Alors, les tournois CNGT, juste rapidement, puisque certains d'entre vous sont juges arbitres de tournois CNGT. Alors, avant le tableau final, on peut avoir un JAT2 qui officie, qui dirige le tournoi, hein, minimum, bien sûr, et qui doit être licencié dans la ligue concernée avec une dérogation possible, hein, pour aller officier dans une autre ligue. Par contre, il est prévu que pour le tableau final, le juge arbitre doit être de qualification JAT3. Alors, cette disposition va être mise en place progressivement, hein, et je vous ai fait un petit tableau récap là. Alors, vous voyez, pour les tournois, le tableau final des tournois CNGT 2024, de l'été 2024, les tournois 1 étoile, on pourra avoir indifféremment un JAT2 ou un JAT3. De même pour les tournois 2 étoiles. Par contre, pour les tournois 3 étoiles, à partir de l'été 2024, il sera obligatoire d'avoir pour le tableau final un JAT3 ou un candidat à la qualification JAT3. Ouais, ça sera accepté. Alors, vous voyez, ça se resserre un peu plus en 2025. En 2025, pour les 1 et 2 étoiles, le tableau final toujours, on parle, hein, pour les 1 et 2 étoiles, il faudra un JAT3 ou un candidat à la qualification JAT3. Et pour les 3 étoiles, là, il faudra absolument un JAT3, donc les candidats ne seront plus acceptés. Et en 2026, ben, là, ça se simplifie. Pour les 1, 2 ou 3 étoiles, il faudra absolument un JAT3 pour le tableau final. Voilà. Pour les tournois CNGT, donc je passe, hein, je pense que ça ne concerne pas beaucoup de monde. Alors, règlement sportif maintenant, pour les rappels et nouveautés 2024. Alors, la bonne vieille règle, les bonnes vieilles règles, les 4 règles que vous connaissiez, l'article 45 des règlements sportifs. Donc, bon, c'est vraiment un rappel rapide, hein. Tous les joueurs de même classement doivent entrer au même tour sur 2 tours consécutifs, hein. Il en va de même des qualifiés, entrant dans un tableau, quel que soit leur classement. Bon, ça, rien de nouveau. Là, il y a une petite chose qui a été ajoutée en rouge, vous voyez. Donc, au départ, on disait, sauf dans le cas de qualifié entrant, il est interdit de faire entrer un joueur plus loin qu'un joueur de classement supérieur au sien. Alors, il en va de même, il a été ajouté cette précision, il en va de même pour un joueur qui n'est pas tête de série par rapport à un joueur tête de série. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, afin que vous arriviez à visualiser, supposons que vous ayez des 31 sur 2 tours consécutifs de votre tableau, il ne faut pas que l'on ait un 31 qui soit non exempt et qui soit tête de série, et un 31 exempt qui ne soit pas tête de série. Vous arrivez à visualiser ce genre de situation, hein? Donc, supposez qu'au premier tour, vous ayez un 31 qui soit tête de série numéro 5 et qu'au tour des exempts, vous ayez un 31 non tête de série. Ben, le Moja va refuser de faire le tableau parce que le tableau est faux. C'est comme, si vous voulez, quelque part, ça revient à dire qu'à classement identique, un tête de série est mieux classé qu'un non tête de série. Hein, tu me corriges, Benjamin, si c'est mal dit, mais c'est un peu l'idée qui est derrière ça, quoi, en fait. Troisième point, donc, alors ça, c'est une reformulation, je pense. C'était déjà vrai l'an dernier, mais c'est une reformulation. Donc, vous savez qu'au premier tour d'un tableau, on ne peut pas se faire que de faire en sorte que 2 qualifiés entrants se rencontrent pour leur première partie, sauf pour un TDL final privilégiant le tirage au sort. Et alors attention, il faut bien que ça soit un tableau à départ en ligne, hein, parce que certains juges arbitres oublient qu'il faut absolument que ça soit un tableau à départ en ligne, et il ne faut pas qu'il y ait 2 qualifiés qui se rencontrent au premier tour d'un tableau entrée échelonné. Et on peut avoir 2 qualifiés qui se rencontrent aussi lorsque les qualifiés sont issus d'un groupe de poules. Et dans ce cas-là, ils peuvent se rencontrer au premier tour d'un tableau. Et le quatrième point qui était présent, c'était tous les qualifiés sortant d'un tableau doivent être connus au même tour. Alors là-dessus, Olivier Sias dit que ça ne sert plus à rien parce que de toute façon, Moja ne sait pas faire autrement. Donc la règle, finalement, elle devient superflue, mais bon, elle existe.
Et dernière chose, ça a été une nouveauté dans la formulation de l'article 45. Tous les joueurs d'un même classement doivent être admis dans le même tableau ou groupe de poules. Bon, ça paraît évident. Et moi, il m'est arrivé de rencontrer, par exemple, un tableau où il y avait des 15-5 sur 2 tours et un tableau final qui suivait avec un 15-5, des 15-5 au premier tour. Donc, quelque part, ça revenait de façon masquée à faire rentrer des joueurs de même classement sur 3 tours. Alors, la EI n'y voyait que du feu, hein, mais disons que là, donc, ça devient une règle, je dirais, officielle, et donc le tableau est faux si vous mettez des joueurs d'un même classement sur 2 tableaux différents. Alors, rappel et nouveautés sur les règles. Alors, les 46.2b et 47.6, bon, c'est des numéros, on s'en fiche un peu, mais alors, c'était un rappel, hein, en fait, si au cours de l'établissement d'un tableau, on a le choix entre plusieurs places pour un qualifié, on doit placer ce qualifié par tirage au sort pour déterminer sa place. Et dans un TDL, si on a le choix, donc pour un qualifié entre une position d'exempt ou de non-exempt, la règle dit qu'il faut placer ce qualifié en position de non-exempt, donc c'est-à-dire au premier tour. Alors, bon, je ne veux pas vous saouler de détails, mais l'année dernière, en fait, il y avait un article dont on a beaucoup parlé, certains d'entre nous, hein, le 46.2b, qui regroupait ces 2 points, mais sauf que le deuxième point, il n'était pas précisé qu'il s'agissait d'un TDL. Donc, il y avait tirage au sort pour positionner le qualifié, et si on avait le choix entre une position d'exempt ou de non-exempt, on choisissait forcément la position de non-exempt. Mais on ne précisait pas qu'on parlait dans ce cas-là d'un TDL. Donc, si vous voulez, tout ça a été un peu reprécisé, sûrement suite à des remontées vers la fédération. Et donc, il y a 2 articles maintenant qui couvrent le point, enfin les 2 points. Alors, là, il y a un bruit de fond. Nouveauté importante à connaître sur les têtes de série. L'objectif, je pense, ça a été de simplifier les règles, hein, parce que la plupart d'entre vous, mais j'allais dire tous, se rappellent le nombre de têtes de série compris entre l'effectif sur le 8e de l'effectif et la moitié de l'effectif, hein, et supérieur ou égal au nombre de qualifiés sortants. Enfin, tout ça, je pense que ça vous parle. Ben, en fait, ces règles ont été simplifiées. Le nombre de têtes de série pour les groupes de poules, bon, ça n'a pas changé, c'est 2 têtes de série par poule, ça c'est l'obligation. Pour les tableaux intermédiaires, le nombre de têtes de série doit être égal au nombre de qualifiés sortants. On a supprimé, vous savez, l'encadrement compris entre le 8e et la moitié, hein. Dans les formations, on a toujours recommandé que pour un tableau intermédiaire, le nombre de têtes de série, on se simplifiait la vie, on prenait le nombre de QS. Ben, c'est devenu la règle, en fait, hein. Donc, une conséquence pour les tableaux à section, vous savez qu'un tableau à section, on doit avoir au moins un qualifié par section. Et comme là, on doit avoir autant de... Pardon, un qualifié par section, excusez-moi. On doit avoir autant de têtes de série par section. Et comme chaque section qualifie un joueur, ça veut dire que pour chaque section, on aura une seule tête de série. Je peux la refaire, hein, si ce n'était pas clair. Hein, on doit avoir autant de têtes de série par section. Et comme chaque section qualifie un joueur, cela signifie que l'on aura une tête de série par section. Alors qu'avant, l'année dernière, on vous disait que c'était compris entre le 8e et la moitié, et qu'on pouvait avoir un multiple, le nombre de têtes de série pouvait être un multiple du nombre de qualifiés sortants. Bon, tout ça, ça a été simplifié, parce que c'était bien compliqué. Donc, nombre de TS égale nombre de qualifiés sortants. Et enfin, pour un tableau final, alors, la formulation est un peu compliquée. Donc, le nombre de TS, c'est la moitié du nombre de places disponibles au tour où le mieux classé est admis. Bon, on peut le dire autrement. On peut dire que dans un tableau final, le nombre de têtes de série, c'est le nombre de matchs possibles au tour où le mieux classé rentre. Par exemple, en quart de finale, combien de matchs possibles? 4. On aura 4 têtes de série. Hein, des exemples, hein. Si le mieux classé rentre en demi, le nombre de TS, alors si je reprends la règle ci-dessous, en demi-finale, vous avez 4 places disponibles. Donc, le nombre de TS, ça sera 4 places divisé par 2, ça fait 2. Ça donne 2. C'est clair? En quart de finale, le nombre de places possibles en quart de finale, c'est 8 places.
divisé par 2, ça nous donne 4 têtes de série. Alors, j'ai constaté que Moja ne respectait pas encore ces règles, hein, mais disons que autant vous y habituer et éviter si votre joueur ou vos joueurs les mieux classés rentrent en quart, évitez de mettre 6 têtes de série, quoi. Essayez d'en mettre 4, ça deviendra un réflexe. Moja vous laissera en mettre 6, hein, mais disons que la modification n'a pas été encore faite. Est-ce que c'est clair pour les têtes de série? Donc, tableau intermédiaire, nombre de TS égale nombre de QS, donc simple. On ne se casse plus la tête à calculer le n sur 8 et n sur 2. Et pour le tableau final, donc je rentre, on peut l'apprendre par cœur, on va dire, hein. Je rentre en demi, je fais rentrer en demi, j'ai 2 têtes de série, je fais rentrer en quart, j'en ai 4. Si je fais rentrer en huitième, j'en ai 8. Hein. Donc, voilà. Alors, rappel et nouveautés concernant les remplacements, maintenant dans un tableau. Alors, vous savez qu'un tableau affiché ne peut pas être modifié, sauf par remplacement d'un joueur. Hein. Vous avez un joueur qui vous appelle, qui vous dit, bon, il est 15-2, il vous dit, ben, je suis blessé, est-ce que tu peux me retirer? Alors, tu verras, ça m'ennuie parce que le tableau est affiché, mais si en liste d'attente, vous avez un 15-2, bon, ben, vous pouvez le remplacer, donc à condition que vous respectiez les règles d'établissement des tableaux. Hein. Si le joueur n'est pas tête de série, j'ai oublié de le préciser. Maintenant, si c'est un joueur tête de série, vous pouvez le remplacer par un joueur dont le classement ne modifie pas l'ordre des têtes de série. Hein. Supposez que vous ayez 4 qualifiés sortants avec tête de série 1, 2, 3, 4, 15-1, 15-1, 15-2, 15-2. Ben, si c'est la tête de série numéro 3, donc le 15-2 tête de série numéro 3 qui se retire, vous ne pourrez pas mettre à sa place un 15-3, quoi, puisque là, vous serez obligé de modifier l'ordre des têtes de série. Donc ça, je pense que vous connaissez déjà depuis longtemps. Alors par contre, là, c'est une reformulation. Ça existait déjà. Hein. Vous savez, le Lucky Loser ou le repêchage. Hein. Donc la règle dit que vous pouvez remplacer un joueur défaillant du tour précédent par un joueur que ce dernier vient de battre. Et ce procédé-là s'appelle requalification. Hein. Donc il y a un joueur qui vient de gagner son match, joueur A qui a battu le joueur B. Et le joueur A ne peut pas poursuivre, donc il se retire. Et donc, vous pouvez repêcher le joueur B pour le faire continuer dans l'épreuve à 2 conditions. Soit vous êtes dans un tableau final et nouveauté, cela se fait à partir des 16e de finale cette année, pour jouer les 8e donc. Soit vous êtes dans un tableau intermédiaire pour des joueurs non classés et 4e série exclusivement. Donc, le vainqueur défaillant, bien sûr, il se retire, donc il est considéré comme étant WO face aux joueurs qu'il aurait dû rencontrer au tour suivant. Bon, ça, rien de nouveau. Et en fait, alors, concernant les 4e séries, faites attention parce que ça peut prêter à confusion. Si c'est un 4e série qui est 32, qui bat un 33 et qui se retire, le 33 peut être repêché. Par contre, si c'est un 31 qui accède au tableau 3e série, ben, lui, il restera en 4e série, mais il ne pourra plus être repêché, quoi. S'il perd à 30, le 31 ne pourra pas. S'il perd à 30 et que le 30 se retire, le 31 ne pourra pas être repêché. Parce qu'il n'est plus dans un tableau 4e série, quoi. Il est dans un tableau 3e série. Et rappel aussi, donc la requalification n'est pas autorisée dans les championnats individuels et dans les TMC. Donc, ce sont les 2 compétitions où ça ne fonctionne pas. Alors, remplacement d'un tableau, ça c'est juste le rappel. Bon, il n'y a pas de nouveauté là-dessus. Hein. Un tableau final doit être refait même s'il est affiché et à condition qu'aucun match n'ait été joué. Si nous avons un forfait d'une des 2 premières têtes de série, hein, ou de plus d'un quart du nombre de têtes de série. Ça, c'est juste un rappel. Alors, remplacement en phase tableau d'un TMC ou en phase de poule. Alors, vous savez que dans l'intérêt d'un TMC, c'est de garantir aux joueurs un nombre minimum de matchs qu'ils vont jouer au cours du week-end ou des 3 jours. Donc, ça peut être 3, 4 matchs minimum. Hein, par le mécanisme donc, du tableau principal
et des matchs de classement. Vous garantissez aux joueurs un nombre minimum de matchs. Par contre, le joueur, au cours de ces différents matchs, peut en gagner un par WO. Son adversaire se retire. Du coup, le joueur se retrouve pénalisé par rapport à ce qu'on lui avait dit. Donc, ce qui a été proposé, là, ce qui est proposé, c'est de faire jouer à des joueurs, on appelle ça des joueurs lésés, de leur faire jouer des matchs unitaires de façon à compenser les matchs non joués en raison des victoires par WO. Donc, en fait, la participation à un match unitaire est bien sûr optionnelle et réservée en priorité aux joueurs lésés en nombre de matchs initialement prévus pour eux. C'est-à-dire un joueur a 4 matchs à jouer. Ben, en fait, sur les 4 matchs, il y en a un qui gagne par WO parce que l'adversaire ne peut pas jouer, il est blessé, enfin, pour n'importe quelle raison. Ben, on essaie de faire participer ce joueur à un match unitaire qui est réservé en priorité aux joueurs lésés. Et bien sûr, on va essayer de faire en sorte que ces matchs unitaires fassent se rencontrer des joueurs lésés entre eux. Tant qu'à faire. Si vous avez 2 joueurs, par exemple, qui gagnent tous les 2 par WO un de leurs matchs, ben on essaie de les faire se rencontrer dans un match unitaire. Donc, c'est ce qui est écrit ici. À une unité près, bon. Et à défaut, bon, si on a un seul joueur lésé et qu'on n'a pas d'adversaire lésé à lui proposer, ben en fait, on peut le proposer à un autre participant. Et toutes ces propositions, on va dire, ne sont nullement obligatoires. C'est-à-dire qu'à chaque fois, le joueur, qui soit lésé ou non, est libre de participer à ce match unitaire et que s'il refuse, ben, bien sûr, il ne sera pas considéré comme forfait, comme étant WO. Donc, nouveauté pour les TMC et pour les poules, on garantit aux joueurs un nombre minimum de matchs. Si le joueur, à cause d'une victoire par VO, joue un match de moins que prévu, ben, en fait, il pourra jouer un match unitaire indépendant qui lui permettra de jouer un match quand même et qui, bien sûr, comptera donc pour son palmarès. Ça permet de ne pas frustrer les joueurs qui gagnent un ou 2 matchs par VO, ça peut arriver. Voilà pour les règlements sportifs. Benjamin, je ne sais pas si tu es toujours là et s'il y a des questions. Ouais, je me suis pas endormi, je suis Non, attentif. non, non, mais je te vois plus, c'est parce que je te voyais plus à l'écran, c'est pour ça. J'ai Non, une non, personne, pas j'ai de une souci. personne qui a dû déverrouiller son micro et qui a dû faire un léger bruit et c'est sa fenêtre qui apparaît, quoi. Ouais, non, non, on est tout bon. Il y a une question de Camille qui est: comment cela s'organisera concrètement dans Moja? Pour les matchs unitaires? Je Oui. suppose, hein, Camille, si tu veux prendre la parole, mais je pense que c'est sur les matchs unitaires. Oui, c'est ça. Oui, en fait, oui, ben, ça a été programmé, ajouté. On peut, comment dire, au même titre que dans les tableaux classiques, créer un match unitaire. Il y a une branche supplémentaire dans Moja qui permet de créer ce match. Et donc, en mettant le nom des adversaires et le Ça, re- résultat. Ça ressemble Mm. beaucoup aux matchs libres qu'on retrouve dans Haddock, où là, Oui, c'est des matchs unitaires oui, où on va ajouter un match en plus sur oui, l'opposé. c'est ça, oui, exactement. Un match un peu un intrus, mais bon, ça permet de faire jouer, quoi, en fait. Parce que il y avait un engagement au départ par l'organisateur et il faut essayer de faire en sorte que chaque joueur joue le nombre de matchs prévus, quoi. Mm. Allez, tu peux continuer avec le JAT Oui, en pratique. alors j'y étais en pratique. Alors, le thème choisi, bon, sortie de cours, pourquoi? Parce que, ben, je vous le disais un peu au début, on constate que énormément de joueurs, pour ne pas dire quasiment tous, ben, sortent en fin de set. Alors, si c'est en fin de set, déjà, c'est un moindre mal, mais quelquefois, c'est en cours de set. Ils vont remplir leur board, ils vont faire tout un tas de choses, sauf sortir pour aller aux toilettes. Alors, dans une partie sans arbitre, c'est compliqué à gérer parce que, bien sûr, ben, soit vous le voyez, soit vous ne le voyez pas en tant que juge-arbitre. Mais comme on dit toujours dans les formations et que tout le monde le respecte, n'est-ce pas? Alors, les juges-arbitres, nous sommes toujours au bord des cours, donc nous sommes censés tout voir. Et en fait, donc il y a quelques rappels sur les sorties toilettes et de façon plus générale, nous verrons aussi les sorties de cours en général. Par exemple, un joueur qui déchire son short, on ne va pas lui dire tu attends la fin du set pour sortir, quoi. Ça peut être gênant. Ça peut le gêner pour jouer, et ça peut être gênant aussi esthétiquement, enfin parlant. Donc, sortie toilette. Alors, rappel, un joueur est autorisé à quitter le cours pour se rendre aux toilettes 2 fois par partie.
échauffement compris, hein, c'est-à-dire que dès que l'échauffement est commencé, les deux fois ben, sont comptabilisées. Enfin, à chaque fois qu'il y aura une demande, quoi, elle sera comptabilisée. Alors, de préférence à la fin d'une manche, hein, mais c'est pas toujours possible. Et ce joueur, donc, bénéficie d'un temps raisonnable. Et pendant sa sortie, bien sûr, il ne doit recevoir ni soins ni conseils. Alors, ce temps raisonnable, c'est à l'appréciation du juge arbitre, puisqu'il n'y a pas d'arbitre de chaise. Mais bon, ça dépend de différentes choses, hein. Ça dépend de la situation des toilettes par rapport au cours, au terrain. Ça dépend de... Bon, après, on ne va pas rentrer dans les détails, mais si le joueur est malade, ben, donc c'est un peu plus compliqué. Enfin, donc, il a droit à un temps raisonnable pour sortir. Et encore une fois, de préférence à la fin d'une manche. Alors, c'est un rappel, mais qui n'est pas vraiment mis en pratique. Les sorties toilettes donc, ne peut en aucun cas être utilisée par un joueur pour effectuer autre chose, remplissage de sa gourde, prise de boisson au clubhouse, hein. Le joueur qui va boire un café parce qu'il ne se sent pas très bien, ben, non, c'est pas autorisé. Et dans le cas de- de- d'abus, ben, en fait, ça pourra être pénalisé par le juge arbitre s'il n'y a pas d'arbitre, par l'application du code de conduite pour un comportement antisportif. Euh, il faut donc essayer de laisser sortir le joueur, alors on disait à la fin d'une manche, hein, donc c'est l'idéal. Si c'est pas possible, ben, c'est attendre au moins un changement de côté. Alors maintenant, ça dépend de l'urgence. On essaie de le maintenir jusqu'avant son jeu de service. Et si vraiment c'est encore compliqué, à la fin du jeu en cours, ou alors, cas extrême, immédiatement, hein, en cours de jeu, hein. Si vraiment hein, c'est une urgence et que le joueur ne peut pas faire autrement que d'y aller immédiatement, de s'y rendre immédiatement, ben, on va le laisser sortir. Alors, juste une, une précision, d'après vous, si il y a un arbitre de chaise, donc dans ce cas-là, il effectue un tirage au sort, l'échauffement va commencer, mais n'est pas commencé, et un des joueurs demande à sortir aux toilettes, pour se rendre aux toilettes. Est-ce que ça va être comptabilisé ou pas dans les deux sorties auxquelles il a droit? On a Anthony qui nous dit ça compte comme une sortie. Oui, on a JB qui dit oui. Ah, un sondage alors fait. Ah, et je suis à deux doigts d'en lancer un, là. J'ai Ouais, ajouté l'outil à la réunion. on aurait dû y penser avant. Tant pis. Non, mais je crois qu'on va pas leur faire perdre trop de temps. Maintenant, en fait, si l'échauffement, il y a le tirage au sort, donc le choix du côté, de le service, etc., ou de la relance, et l'échauffement n'a pas commencé, le joueur demande à sortir aux toilettes, ben, l'arbitre le laissera sortir, mais ça ne sera pas comptabilisé dans les deux sorties. Euh, Si qu'à- oui, je me permets, Vincent, là-dessus, c'est surtout l'idée derrière tout ça, c'est de se dire, il faut que nos JAT connaissent le règlement. Après, il y a comme tout à l'heure, il y a la théorie et la pratique, où on va être sur un tournoi où il est 19h30, on a deux terrains, il y a quatre joueurs devant nous, il y en a un qui va aller remplir sa gourde. On va pas lui courir après pour lui dire, tiens, voici le code de conduite que tu mérites. mm, mm, Mais c'est important de connaître le règlement et de savoir qu'à la base, la sortie toilette, elle est faite pour aller aux toilettes. Et du mm, coup, cette sortie-là, c'est surtout cette règle-là, elle peut pour moi vous servir si vous sentez qu'il y a un abus. On peut avoir des joueurs qui, allez, à 4-3 au milieu, disent ben, je vais remplir ma gourde et ils vont casser un petit peu le rythme. Ben non, la gourde, tu vas la laisser à un ami qui est autour, à un parent, à quelqu'un, ton coach. Tu as la chance d'avoir un coach qui est venu te voir, mais quelqu'un qui va aller la remplir, mais par le règlement, le joueur n'est pas censé pour aller remplir sa gourde. Et je pense que c'est ça qu'il faut retenir. mm, Après, à oui, notre niveau, effectivement, sur des tournois internationaux, quand on va regarder Roland-Garros, quand on va regarder des grands tournois, le règlement va s'appliquer à la lettre. Là, dans nos clubs, je pense que c'est surtout un argument et important de connaître le règlement pour après se l'approprier et l'appliquer comme bon vous semble. On a une oui. question. La deuxième phrase est pourtant citée avec échauffement compris. Oui, oui, ça veut dire que si c'est pas dans l'échauffement, ça comptera. Mais là, j'ai dit, il y a eu le tirage au sort, mais l'échauffement n'a pas commencé. Ouais, voilà. Bon, en tout cas, Alors, s'il y avait l'idée de la règle, c'est parfait. Ce qu'il faut bien retenir, c'est que les sorties toilettes comptent à partir du moment où l'échauffement a démarré. Donc, dès que la première balle a été mm, tapée. Cet été, on a eu ouais. pas mal de tournois sous des conditions d'alerte canicule. Y a-t-il quand même plus de tolérance par rapport aux sorties de cours dans ces conditions?
Donc pour moi, Joël, c'est exactement pareil. Tu as le règlement et son application. On va essayer d'inciter les joueurs à trouver quelqu'un autour, un camarade, un partenaire, quelqu'un qui peut aller remplir la gourde pour pas couper le match. Après, il fait très chaud, il a personne autour, on va pas le laisser mourir de chaud. Donc pour moi, effectivement, il y a toujours la règle et l'application. Et là, si j'avais été Ouais. le joueur arbitre de ce tournoi, je lui aurais dit, allez, on y va vite et on revient jouer. Il y a le contexte aussi, quoi. Ouais. Et puis, il y a l'aspect formateur. Il m'est arrivé d'avoir un joueur, il n'y avait pas d'arbitre, un joueur classé 0 pourtant, qui sort et qui allait, je le vois avec sa gourde. Alors, je lui dis, qu'est-ce que tu fais? Alors, il me dit, je vais remplir ma gourde. Alors, je lui dis, mais tu sais que tu n'as pas le droit, quoi. Bon, il était seul. Alors, je l'ai laissé aller la remplir, mais il le saura, j'espère, pour la prochaine fois. Enfin, après, on peut toujours rêver. Oui, voilà. C'est bon, je continue. Alors, les sorties de cours en général, par exemple, pour réparer une partie de son équipement, hein, sauf sa raquette. La raquette a un traitement spécial de faveur. Alors, par exemple, s'il y a un problème concernant sa tenue vestimentaire, ben, au cours d'un échange, il tombe, il déchire son short, les lunettes, les lentilles qui se détériorent ou deviennent défectueux au cours de la partie, hein, ça peut malheureusement arriver. Mais dans ce cas-là, alors s'il y a aussi un changement des conditions climatiques, il avait des lunettes et il commence à pleuvoir et les gouttes d'eau sur les verres, ça le gêne et il demande d'aller mettre des lentilles. Dans ce cas-là, le joueur peut sortir du cours, donc il dispose aussi d'un temps dit raisonnable. Et si par contre l'arbitre ou le juge-arbitre, s'il n'y a pas d'arbitre, pense que le joueur prend trop de temps, dans ce cas-là, il doit appliquer la procédure de dépassement de temps non intentionnel. Ça ne fait pas partie du code de conduite, hein. Donc, les différentes étapes de cette procédure, c'est donc la première infraction, avertissement, suivi d'un point à chaque nouvelle infraction, quoi, en fait. Donc, avertissement, point, point, point. Alors, ça, c'est pour réparer soit sa tenue vestimentaire, soit aller changer d'équipement en cas de changement des conditions climatiques. Par contre, alors, le joueur peut casser son cordage et il n'a plus de raquette dans son sac parce qu'il en a déjà cassé une ou deux, enfin, peu importe. Il n'a plus de raquette. Donc, il peut sortir de cours. Alors, s'il respecte les délais de jeu, ça, c'est ce qui est écrit dans les 255 questions. Et si l'arbitre ou le juge-arbitre l'a autorisé, mais toujours pareil, sortie de cours égale ni soin ni conseil, hein. C'est juste pour réparer quelque chose ou chercher une raquette. Alors, il y a deux solutions. Soit il continue jusqu'au changement de côté à jouer avec son cordage cassé, hein, donc parce que le respect des délais de jeu, ça sous-entend que c'est pas, on respecte soit un changement de côté, soit une fin de manche, quoi, en fait, hein. Le changement de côté de fin de manche. Mais le joueur peut sortir immédiatement aussi. Et s'il sort immédiatement, par contre, ben là, c'est un peu dur, mais c'est le règlement. On applique le code de conduite pour dépassement de temps intentionnel par période de 30 secondes. Donc, avertissement, 1 point, 3 points, disqualification. Donc, il faut espérer que son véhicule ne soit pas trop loin. Et parce que si le joueur demande de sortir immédiatement, le code de conduite est appliqué dès sa sortie du cours, par période de 30 secondes. Voilà pour les sorties. Alors, les erreurs fréquemment rencontrées. Maintenant, on passe à la partie plus technique tableau. Alors, par exemple, je précise que tous les tableaux que vous allez voir sont des tableaux qui sont extraits de tournois réels, hein, qui se sont déroulés dans le 06. Alors, pour ne pas accabler le 06, puisque je fais partie de ce département, on en trouve aussi dans d'autres départements, hein, je vous rassure. Donc, qu'est-ce qui se passe sur ce tableau-là, à première vue? Qu'est-ce que vous voyez qui n'est pas terrible? Ben, je vous laisse regarder, mais je ne sais pas si vous voyez bien le tableau déjà. Le 32 en bas, là. Oui. Le Qu'est-ce même qu'il a? niveau que les 40, etc. Enfin, je veux dire, il aurait fallu faire un tableau de progression. Ouais. Et j'ai pas compris le début, excusez-moi. Qu'est-ce qu'il a donc? Oui, il n'aurait pas fallu faire un tableau comme ça, il aurait fallu faire un tableau de progression. Les 32, ils sont au même Ah niveau que oui, les 40. vous voulez dire plus de tours, quoi. Ah oui, oui. Enfin, Oui. on peut faire Donc jouer les là, 34 et les 35 c'est ensemble pour arriver au 32.
Bon, oui, c'est ça, oui, parce qu'en fait, bon, le défaut que l'on peut, qui saute aux yeux, c'est, comme vous dites, il y a la tête de série 1, c'est un 32, la tête de série 5, c'est un 35. Ça veut dire concrètement que le 35 va jouer à 31, quoi. Ça, c'est pas terrible. Mais il y a quelque chose de pire qui fait que le tableau, il n'est pas seulement mauvais, mais il est faux. Dans le chat, effectivement, des Ouais, il y a gens qui ont plus de dit attention, tracassements. il y a une tête de série à 35, un 34 qui est non tête de série, trop d'écart de Voilà, classement. bien vu. Ouais. Donc, alors, vous voyez qu'il y a une tête de série 5 et 35, et il y a 2 34 qui ne sont pas tête de série. Donc, le tableau est faux, hein, pour cette raison. Alors, il est mauvais parce que, bon, au niveau progression, mais il est surtout faux, quoi. Et je vous assure, c'est un tableau réel, hein. Les noms ne sont pas inventés, les scores non plus. Donc, alors, ça veut dire, la remarque de fond là-dessus, c'est que quand vous avez ce genre de tableau, l'AEI vous affiche, Moja, pardon, vous affiche un message, l'équivalent du triangle jaune, là. Et ben, ce message, la moindre des choses, quand on est juge arbitre, c'est de le respecter, quoi, parce que sinon, c'est la porte ouverte. Alors, pour le moment, c'est pas bloquant dans Moja, et j'ai posé la question à l'équipe de développement. Il n'est pas prévu de le rendre bloquant dans les prochains mois, on va dire. Il y a d'autres priorités. Et après, donc les priorités, ben, vous le savez, elles s'établissent en fonction des budgets qui sont alloués. Et c'est pas toujours évident. Donc, essayez quand même de respecter quand vous avez un message Moja qui est assez clair, quoi, de le respecter et d'essayer de voir votre tableau différemment. Alors, deuxième exemple, bon, c'est un peu plus compliqué à voir parce qu'il y a plus de tours là. Alors, donc là, c'est pas forcément une histoire de progression, mais est-ce qu'il y a quelque chose qui vous choque dans ce tableau? Quelque chose, on pourrait dire avec des S, hein, parce qu'il y a plusieurs quelque chose. Un premier message, un 31 sur 3 tours. 31 sur 3 tours. 1, Je le cherche aussi. 2. Non, il n'y a que sur 2 tours. Ouais, sur 2 tours, ouais. C'est un vainqueur, Et quoi, tête de série sur 3 tours. Lequel? Tête de série sur 3 tours. Ouais, c'est pas recommandé, mais c'est pas. Bah, c'est un peu lié, quoi. Avec En le même fait, classement. Même classement 15-4. oui, voilà, très bien. Donc, vous voyez que. Alors, déjà, il y a première chose, erreur sur les têtes de série. La tête de série 3 est 15-4, la tête de série 2 est 15-5. Donc là, il y a une inversion. Et comme vous l'avez dit, vous avez des 15-4 sur 3 tours. Ça, c'est interdit, hein, c'est une des règles que l'on a vues précédemment. Donc, ce tableau est faux parce que la TS3 a un classement supérieur à celui de la TS2. Mais surtout, ce qui est pire, c'est que les 15-4 rentrent sur 3 tours. Enfin, les têtes de série, ça rend le tableau faux déjà, hein, je veux dire, bon, après, pire, c'est subjectif, hein, mais disons que il y a deux règles qui ne sont pas respectées. Alors, celui-ci, qu'est-ce qu'il vous dit, celui-là? Qu'est-ce qui ne vous plaît pas? Enfin, si quelque chose ne vous plaît pas. Bon, il y a plusieurs qualifiés sortants. C'est un extrait du tableau, hein, parce qu'il était assez important. J'ai un message d'un 4-6 qui est entré après un 3-6. Non, c'est un vainqueur. Et ça a été complété par un petit oups. Ouais. Non, en fait, le défaut, enfin, il n'est pas faux, mais le défaut, c'est qu'il y a compression sur un classement inégal, quoi, en fait. Et il y en a d'autres comme ça dans le même tableau. Hein, alors donc, il n'est pas bon, enfin, il n'est pas faux, hein, mais on va dire que le mieux classé va jouer 2 fois en compte, quoi. C'est toujours le problème des compressions à classement inégal. Donc, bah, c'est le mauvais choix du couple, le fameux couple, hein, qualifié entrant, qualifié sortant. Et c'est pas toujours évident, hein. Alors, dans ce tableau en particulier, c'était compliqué parce qu'il y avait 15 qualifiés entrants. Ça fait beaucoup, quoi. Et 10 à la sortie. Et l'effectif ne se prêtait pas à faire ce genre de. Donc, les 5 compressions, quoi, à classement égal. Alors, celui-ci, je pense que c'est le dernier. C'est un tableau final, je précise, hein, parce qu'on pourrait avoir un tableau avec un qualifié. C'est un tableau final. Donc, est-ce qu'il y a quelque chose qui. Alors, vous avez 3-0, tête de série 1, 2, 3. Bon, là, ça va. Une 1-6, hein, puisqu'il s'agit de tableau féminin, qui est tête de série 4.
Et vous avez des qualifiés donc, qui rentrent au premier, deuxième tour. Il n'y a pas de message, Benjamin. Non, personne ne se lance. Bon, j'ai Et parlé de 1-6. le 1-6 en pré-tour, je- Vincent qui dit. Je vais vous aider. Les quarts de finale commencent à rapporter des montants en espèces. Donc, ça veut dire que la 1-6, tête de série numéro 4, si elle perd son premier match, ben, touchera le prix de la quart de finaliste. Alors que la 1-6, qui rentre au tour d'avant, ben, il faut qu'elle gagne au moins un match pour être dans le même cas de figure, quoi. Donc, il y a un problème d'équité entre les deux joueuses. Et vu que tu es sur un tableau à départ en ligne, et comme tu l'as dit tout à l'heure, on peut faire qualifier. Si tu avais inversé la 1-6 et Dolt, Voilà. par exemple, ça aurait Alors, été une proposition, parfait. c'est de faire ça. C'est une proposition. Alors, vous allez me dire, bah, c'est pas parfait parce qu'il y a des qualifiés qui sont avantagés par rapport à d'autres. Alors, si on n'en sort que... Alors, c'est là qu'il y a la notion importante du bon choix des nombres de qualifiés sortants du tableau précédent, du tableau pré-final. C'est que si on en avait sorti 3, on aurait pu faire ce tableau, quoi. Donc, qui était un peu mieux. Alors après, il y a la discussion ouverte là-dessus. Il y en a qui vont dire, à juste titre, que les qualifiés ne jouent pas contre les plus faibles classements. Mais je dirais, alors tu me corriges Benjamin, ou d'autres, c'est que dans un tableau final, c'est les joueurs les mieux classés qui doivent être traités de façon équitable en priorité, quoi. Donc là, La règle, Vincent, c'est que les têtes de série se protègent entre elles. Et on a uniquement cette règle-là. Donc, oui. à partir du moment où voilà, elles se protègent, là, on n'aurait pas eu d'autre choix sur ton tableau, puisque le 1-6 doit rentrer sur la tête de série 4 à 1-6 et les tout Oui, qualifiés, oui. donc c'est très bien. Mais les têtes de série se protègent entre elles, et on ne protège pas les têtes de série par rapport à ce qui arrive avant. Non, non, c'est ça. Non, mais ce que je veux dire, pour les qualifiés entrants, bon, ben, c'est pas un cadeau, puisqu'ils jouent direct à 0, mais bon. Ils sont qualifiés, ils sont traités de façon équitable, puisqu'ils jouent tous les 3 à 0. Alors, le tableau final, juste un zoom sur le tableau final. Donc, il y a un objectif pour le juge arbitre, et j'ai mis entre parenthèses une obligation, enfin, on va dire au moins morale, c'est de créer un tableau final équitable, en particulier pour les joueurs ayant les meilleurs classements, hein. Donc, on ne peut pas, si on a un tableau final qui commence en 16e, on ne va pas forcément pouvoir faire en sorte que tous les joueurs d'un même classement entrent au même tour, hein. Ça serait l'idéal, mais ça ne sera pas toujours possible. Donc, il faut garder à l'esprit que la performance identique, on doit avoir des prix identiques, hein. Tout à l'heure, les deux 1-6, ben, une devait gagner son premier match pour être dans le même cas que l'autre, qui pouvait perdre son premier et avoir un prix. Et le nombre de tours à jouer, surtout, identique pour tous les joueurs ayant le même classement. Tout au moins pour les meilleurs classements du tableau. Je disais, hein, si on commence en 16e, ça va être compliqué. Mais on fait au mieux pour s'en rapprocher. Et le tableau final, bon, la vitrine de votre tournoi. Bon, alors ça, c'est personnel. Un mauvais tableau final ou l'absence d'arbitrage des parties, on va le voir un peu plus loin. Ben, moi, je pense que quelque part, ça peut être un manque de respect vis-à-vis des joueurs, quoi. Parce que, ben, disons, l'équité, faire que deux joueurs d'un même classement n'aient pas le même nombre de tours, ben, c'est pas trop respectable. Et en fait, après, l'absence d'arbitrage, alors on va le voir un peu plus loin. Donc, je vous propose de continuer. Alors, actualiser les classements, on en reparle aussi dans une diapo qui suit, avant et en cours de tournoi si nécessaire. Alors, le tournoi, rappel là-dessus, hein, le rappel vous dire que en fait, la catégorie du tournoi dépend du nombre de prix, du montant des prix attribués. Hein, donc, vous avez CNGT hors catégorie, le prix doit être supérieur ou égal à 4 600 €, enfin, etc. Donc ça, c'est juste pour mémoire. Bon, pour votre vie au quotidien de juge-arbitre, ce n'est pas très important, hein. Ça ne vous changera pas la façon de faire des tableaux ou de gérer les joueurs ou faire de la programmation. Alors, l'actualisation des classements. Alors, longue phrase, mais plusieurs phrases plutôt. Alors, bien souvent, donc, vous savez que des joueurs s'inscrivent longtemps avant le début du tournoi.
Et entre le jour de leur inscription et la date de début de tournoi, ben, il peut y avoir un ou plusieurs calculs de classement mensuels. Et du coup, ben, en fait, si vous n'actualisez pas les classements, ces joueurs risquent de jouer avec un mauvais classement. Hein, donc, quand est-ce qu'il faut actualiser les classements? Ben, avant de créer les premiers tableaux, une chose est sûre, donc vous allez dans la EI, vous choisissez l'épreuve et vous mettez la date de début du tournoi comme date demandée. Vous laissez bien le M-1 un an et à partir du classement, aucun, hein, puisque vous voulez actualiser tous les classements des joueurs inscrits. Donc là, c'est avant de créer les premiers tableaux ou au cours du tournoi à partir d'un classement précis. Et dans ce cas-là, vous devrez mettre le classement de départ à partir du classement 0 sur cet exemple et la date souhaitée. Ben, la date souhaitée, l'intérêt de faire une actualisation au cours du tournoi, c'est par exemple lorsque vous avez un calcul mensuel qui fait partie qui se trouve entre la date de début et la date de fin du tournoi, quoi. Et dans ce cas-là, vous pouvez avoir envie de dire, ben, on va actualiser les classements de façon à ce que les joueurs qui doivent encore rentrer dans le tournoi, dans l'épreuve, jouent avec leur classement réel, quoi, et pas avec le classement du mois précédent. Et en fait, cette actualisation au cours du tournoi, bon, présente des risques, hein, bien sûr. Ben, si vous dites j'ai fait mon tableau 4e série qui va jusqu'à 31, vous actualisez à partir de 30 et vous avez un des 30 qui redescend, qui est descendu 31, ben, c'est embêtant, quoi. Donc vous pouvez vous retrouver dans des situations un peu périlleuses. Donc on le réserve en général plutôt aux joueurs du tableau final. Hein, si votre tableau final doit démarrer le jeudi et que le mardi vous avez un calcul mensuel de classement, ben là vous pouvez l'envisager. Mais sinon, ça manipuler avec précaution. On a Michael, Vincent qui nous Oui, rappelle que le M-1, c'est bien millésime -1, donc ce qui permet d'aller chercher sur la saison précédente et pas mois oui, pas le -1. mois C'est vrai que ce -1, oui. M-là, il est un peu... Ouais, ça aurait été mieux de mettre A-1, quoi, par exemple. Ouais, merci, Michael. Et donc, le classement, pardon, le classement des joueurs qui sont déjà dans un tableau, dans un découpage, n'est pas actualisé. Donc, on peut avoir un cas de figure aujourd'hui un peu tordu, dont on a parlé, Benjamin, tout à l'heure. On peut avoir le même joueur qui est inscrit en senior et en 35 ans, messieurs, par exemple, et en fait qui est classé 15. Et donc en senior, ben, bien sûr, on avance beaucoup plus vite qu'en plus de 35, en général. Donc on peut avoir le tableau senior avec le joueur déjà positionné, des 15, des débuts de seconde série. Et en fait, si on, par inadvertance, bon, on oublie, on sait pas, on ne connaît pas par cœur tous les joueurs qui sont inscrits à 2 épreuves, on peut vouloir actualiser les 35. Et donc ce joueur, ben, dans ce cas-là, aujourd'hui, donc renseignement pris, ça bloque. Dans Moja, dans la UI, ça bloque. Hein. On n'aura pas le même joueur avec 2 classements différents dans la même compétition. Mais bon, l'actualisation pendant le tournoi, c'est pas évident, hein, donc à manipuler vraiment avec précaution. Et que si nécessaire, parce que vous savez très bien que les joueurs classés négatifs ou du tableau final, bah, ils préfèrent jouer avec leur classement, leur dernier classement, quoi, s'il est sorti quelques jours avant. Donc attention à l'utilisation. Alors, calcul maximum du nombre de joueurs, ben, en fait, bon, ça, c'est une diapo que vous maîtrisez tous, je pense. Hein. L'idée est partie du fait qu'on constate qu'il y a des tournois où il y a vraiment beaucoup de joueurs et que bah, quelquefois, ça entraîne en fin de journée 1 heure à 2 heures d'attente, ça entraîne des convocations à 21 heures le soir. Alors, je sais qu'on m'a dit qu'à Paris, c'était 21 heures le soir, c'était banal. Mais dans la ligue, pas trop, je pense. 21h, 21h30 en semaine, pour des joueurs qui travaillent, c'est pas évident, quoi. Bon, dans ce cas-là, on peut leur dire, ben, je ne vais pas forcer à vous inscrire dans le tournoi, mais disons qu'il faut essayer de faire les choses autrement. Et donc, le nombre de joueurs acceptables dans un tournoi, ben, le calcul est simple, hein, vous le connaissez tous. Hein.
de créneaux disponibles par jour, semaine et week-end. Ça nous donne la capacité maximale, à laquelle il conviendra de retirer 10 à 20%, suivant la période de l'année, pour faire face et pallier aux intempéries, à la canicule et aux impondérables aussi, on peut en avoir. Donc, il y a ces points-là à prendre en compte. Et on obtient le nombre de matchs possibles, qui est environ égal au nombre de joueurs. Bon, c'est pas exactement juste, mais disons que c'est une approximation. On ne veut pas non plus connaître le nombre de joueurs à 10 près, c'est pas le but. Par exemple, si on a 3 cours en semaine, 18 créneaux par jour et 5 cours le week-end, donc 30 créneaux, si on part sur 6 rotations par jour, ça nous fait 18 en semaine et 30 le week-end. Ça nous fera un total, donc sur une période de 16 jours, du samedi du premier week-end au dimanche du troisième week-end, en tout cas dans le 06, c'est souvent comme ça, les découpages de périodes. Ça nous représentera donc quel est le nombre maximum de joueurs raisonnablement possible. En fait, 5 jours, 18 créneaux la semaine, et 2 fois 2 semaines, ça nous fait 180 créneaux possibles pour les 2 semaines de tournoi. Et pour le week-end, on a dit qu'on avait 30 créneaux par jour, fois 2, fois 3 week-ends, donc 180 aussi. Si on fait un total, ça nous donne 360 créneaux. Bon, on retire 15%, là, on prend la moitié, entre 10 et 15. Il nous en reste 306, donc raisonnablement, on pourra accepter 300 joueurs. Bon, c'est un rappel facile pour vous. Il y a pas vous savez calculer les capacités, mais pensez-y, pour faire une estimation. Alors, je sais bien que quelquefois, les présidents de club vous incitent à forcer un peu sur les inscriptions, mais bon, ce n'est pas bien pour les joueurs et pas trop pour le juge arbitre non plus, qui est en pression quasiment tous les jours. C'est pas agréable. Donc, on essaie d'éviter d'en prendre trop, même si c'est pas toujours facile. Alors, l'arbitrage des parties. Vous savez que le règlement des tournois en PACA, et je pense dans les autres ligues aussi, oblige le club, lorsque le club fait une demande d'homologation dans ADOC, crée une demande d'homologation dans ADOC, il s'engage à respecter les règlements relatifs au tournoi, à savoir qu'un tournoi de 3e ou 2e catégorie doit être, les finales des épreuves simples dames et simples messieurs seniors doivent être arbitrées. Pour un tournoi de première catégorie, l'arbitrage doit se faire à partir des demi-finales. Alors, il s'agit d'un minimum. Si vous arbitrez à partir de l'écart, voire plus, c'est parfait. Mais étant donné, on le sait bien, il est difficile de trouver des arbitres disponibles. On essaie au moins de respecter le minima, et si on fait plus, c'est mieux. Un tournoi hors catégorie, donc c'est à partir d'écart. Et ensuite, donc, pour les tournois à CNGT, donc tout le tableau final doit être arbitré. Bon, j'ai oublié les TMC, donc les secondes séries en TMC, on doit aussi arbitrer la finale. Donc, dames ou messieurs. Et Ça me permet de rebondir là-dessus, Vincent, mais pour alerter un petit peu sur ce point-là, ça a été mis en place la saison dernière, ce tableau, et je sais qu'il y a de plus en plus de commissions départementales d'arbitrage, et nous, au niveau régional, où on va faire des vérifications, et c'est vraiment une volonté à la fois, oui, de continuer à promouvoir l'arbitrage, mais aussi de permettre à des jeunes de votre club à tenter l'expérience arbitre. Donc forcément, si la finale elle va être entre 2, -2-6, 2-4-6, 2-15, monter pour la première fois sur la chaise à ce moment-là, c'est peut-être pas la meilleure idée. Mais en tout cas, de permettre de faire venir un arbitre et de mettre des jeunes du club en juge de ligne ou des choses comme ça, mais de promouvoir l'arbitrage, c'est une chose vraiment qu'on a à cœur. Donc voilà, sachez que là, sur vos tournois, le fait que ça soit arbitré et bien renseigné sur Moja, ça va être vérifié. Et voilà, nous, on est à votre disposition, le département aussi, pour vous aider à trouver des arbitres pour les finales. Mais voilà, faites bien passer le message à votre comité de tournoi et au club que ces minima-là sont obligatoires. Merci Benjamin. Et une précision, il ne faut pas demander les arbitres le mercredi pour le dimanche. Ça sera compliqué. Des débuts du tournoi. On a Benoît Vermeul qui nous dit si vous avez des jeunes A1, ça peut être pas mal aussi de les faire arbitrer pour les finales des TMC, 3e série, 4e série, enfin voilà. Profiter des autres épreuves pour faire arbitrer. Plus il y en a, mieux c'est forcément.
mais à minima, le tableau qui est sous vos yeux. Merci, Benjamin. Alors, la clôture, même chose, ça fait partie, donc ce point-là fait partie du règlement des tournois. Donc, juste un rappel, le juge arbitre doit enregistrer les résultats au fur et à mesure du déroulement des parties. Bon, ça, vous le savez. Et n'oubliez pas donc d'enregistrer les arbitres dont on vient de parler. Alors, il doit clore, alors c'est en rouge. Bon, ça, c'est plus du niveau du gag que de l'anecdote, quoi, en fait. Il doit clôturer, puis ils ont corrigé, ils ont changé le verbe. Il doit clore. Bon, c'est comme ça. Le tournoi dans Moja, dans les 48 heures qui suivent la fin. Hein. Et donc, alors, dans le 06, on constate de plus en plus de dérives sur les tournois internes. Alors, s'il y a des juges arbitres du 06, c'est un clin d'œil. Un tournoi, j'ai eu le cas il y a la semaine dernière, un tournoi interne qui était sur 5 semaines, 34 joueurs. Je vois au bout d'une semaine, après les 5, que le tournoi n'est pas clôturé. Je demande au juge arbitre de le clôturer. Il me dit, est-ce que tu m'accordes une semaine supplémentaire? Bon, là, je vais reprendre ton expression, Benjamin, c'est du foutage de gueule, quoi. Enfin, franchement, 5 semaines, 34 joueurs. Bon, OK. Et je pense, je sais pas dans les autres départements, mais dans le 06, c'est une dérive qui se présente de plus en plus. Donc, c'est un peu pénible. Voilà, la réponse, d'accord, c'est un tournoi interne, mais c'est un tournoi interne qui est homologué. Et comme il est homologué, il doit respecter le règlement des tournois au même titre que les autres tournois. Donc, voilà, petit message. Je sais pas, je vois pas. Donc, s'il y a des juges arbitres du 06, je leur donne le bonjour et un petit rappel. Alors voilà, c'est ce que je viens de dire. Hein. Donc, de plus en plus de tournois, 2 à 3 semaines après la date de fin. Et comme il s'agit d'un tournoi homologué, les mêmes règles de règlement s'appliquent. Alors, les sanctions possibles, bon, c'est toujours embêtant de parler de sanctions, mais c'est un rappel aussi pour que vous sachiez. Alors, la sanction, elle est dans le titre de l'article. Un refus d'homologation ou l'absence de priorité sur le calendrier de la saison en cours ou sur la saison suivante. Et donc, parmi les points non respectés susceptibles de recevoir cette sanction, il y a le non-respect du minimum de parties arbitrées et le retard dans la clôture. Bon, il est sûr que si un tournoi est clôturé, surtout un tournoi interne 3 jours après, on ne va pas refuser l'homologation l'année d'après. Là aussi, c'est un peu aussi du raisonnable, quoi. Mais bon, le règlement existe en tous les cas. Alors, les référents Moja, ça sera la dernière diapo. Donc, le rôle du référent, c'est le contact de premier niveau du JAT pour toute question ou problème relatif à Moja. Communication par mail de préférence. Bon, pourquoi? Parce que si un JAT appelle ou envoie un mail directement au référent, s'il décrit son problème de façon détaillée, ça veut dire que ça va être oral et que le référent va devoir le retranscrire pour le transférer à l'équipe de développement si on doit faire remonter le problème à Paris. Donc, si vous le faites par écrit, au moins on pourra transférer votre descriptif de problème rencontré plus facilement, quoi. Alors, il y a une liste dans la UI, si vous choisissez l'option sur le menu gauche, sur la gauche de l'écran d'ouverture que vous obtenez après l'ouverture de session. Vous avez un menu dans lequel vous avez une option documentation et dessous note de version. Et vous retrouvez donc le nom des référents actuels, Moja. Donc j'ai enlevé Cédric, Benjamin, et bon, on aura sûrement un remplaçant peut-être au niveau de la ligue. Ouais, on a, j'en profite, hein, on a Benoît Vermeul et Antonin Charrier qui sont avec nous ce soir pendant la réunion, qui ont remplacé Catherine Benamou et Cédric Salmeron. Catherine est partie à la retraite et Cédric Salmeron est allé au comité de 13 de tennis. Donc on a 2 nouvelles recrues depuis un mois. Ouais, bienvenue à eux. Et je pense qu'ils sont déjà à pied d'œuvre depuis le début, quoi. Ouais. Confirme. On sait que tu travaillé dur et longtemps tous les jours. 19h57, ils sont là. Ouais, c'est ça. Si Voilà. c'est bon pour toi, Vincent, je Oui. propose qu'on ait un petit temps de questions-réponses si vous en avez. Que fait-on pour le coaching lors d'un match d'un tournoi individuel à l'image de l'ATP? Donc Thierry Pommier nous demande le coaching. Je me permets de répondre. Hein. Pour le moment, effectivement, il n'y a qu'au niveau
Grand Chelem, ATP, WTA où c'est autorisé. C'est pas encore le cas sur les tournois ITF, donc les tournois internationaux. Ça va arriver. Pourquoi ils l'ont fait sur les tournois des plus hautes catégories? Parce qu'ils estiment que les joueurs ont l'argent dans ces ATP, WTA et Grand Chelem pour avoir des coachs avec eux. Ce qui n'est pas forcément le cas à l'ITF, parce qu'il va y avoir des joueurs 300, 400, 500, 600e mondiaux, et c'est pour qu'ils soient traités équitablement. Nous, aujourd'hui, au niveau FFT, on n'a pas eu de remontée d'une potentielle évolution sur le coaching. Si ça arrive dans les années à venir, on vous tiendra au courant. Merci, Benjamin. S'il y a d'autres questions, vous pouvez utiliser les micros hein, si vous souhaitez. Oui, Bruno. Oui, non, ça t'a va? Non, Driancourt qui a levé sa main, mais qui n'a pas le micro activé. Je ne sais pas si c'est une question. Et s'il n'y a pas d'autres questions, dans tous les cas, on reste disponible. On va vous envoyer. Oui, ça y est, on entend. Alors voilà, j'ai une question que je me suis posée hier, parce que j'ai juge arbitré un tournoi de 2e série. Et alors je vous raconte l'histoire, hein, puis je voudrais la réponse parce que je n'ai pas su répondre. Bon, j'ai pris une décision, vous me direz si elle est bonne ou pas. Alors, je vais donner les prénoms des joueurs. Il y a Eric qui joue contre Benjamin. Donc, Eric mène 40-30. Eric sert. Benjamin renvoie la balle. Eric renvoie à son tour avec un effet rétro. La balle fait un bond du côté de Benjamin, mais avec l'effet, elle repasse le filet, ce qui est logique. Benjamin réussit à taper la balle du côté adverse, mais il touche la raquette de son adversaire qui s'était mis en opposition derrière le filet. Alors, j'ai bien sûr pris référence à la question numéro 86 dans les 250 questions et j'ai attribué le point à Benjamin. Mais bon, il n'y a pas eu d'incidence parce que c'est Eric qui a gagné le match de toute façon. Mais quand même, ils ont arrêté le match et ils ont demandé l'intervention du juge arbitre. Je ne sais pas répondre à comme il a touché la raquette de son adversaire, est-ce que c'est une faute ou pas? Effectivement, j'ai bien la situation, pas facile comme situation. Pour moi, il y a deux choses qu'il faut de suite. La première question que j'aurais posée en tant que juge arbitre, c'est est-ce que lui s'est protégé, donc est-ce que c'était involontaire ou est-ce que c'était une gêne, est-ce que c'était volontaire? Est-ce qu'il était au filet et du coup il a gêné Benjamin dans son geste pour venir jouer la balle rétro? Ou est-ce que c'était involontaire, c'est juste qu'il était placé là et il l'a gêné à ce moment-là? À partir de là, il y a deux choses. Soit c'était volontaire, il avait voulu le déranger dans son geste, et là, effectivement, il perd le point et c'est incontestable. Si c'était une gêne involontaire, pour moi, on est dans le cas où on pourrait remettre le point. En n'étant pas présent, c'est difficile. Hein. D'où l'intérêt de poser des questions aux deux joueurs et de bien comprendre la situation. Et là, on est dans un monde idéal où les deux ont la même version et sont tous les deux d'accord. Ça s'est arrangé puisqu'ils se sont mis d'accord, ils ont accepté la décision. On a bien discuté et bon, ils ont reconnu. C'était vraiment une gêne involontaire. Hein. Donc, il touche la raquette de son adversaire, mais c'est en rattrapant la balle. Et c'est l'autre qui a mis sa raquette en opposition pour essayer de rattraper la balle aussi, pour contrer. C'est compliqué comme réponse. Et je ne savais pas trop quoi dire. Hein. À partir du moment où ça a bien été vendu aux deux, c'est pas mal. Si chacun a sa version et qu'elle est différente, c'est compliqué. Non, mais ce qu'il faut retenir, c'est que sur une gêne involontaire, on va remettre le point. Et si c'est une gêne volontaire, il va perdre le point. Ça servira pour d'autres situations. Oui. OK, parfait. Merci. Voilà. Voilà, c'est tout. Ma question. Parfait. On vous envoie à tous le PowerPoint de ce soir, comme ça vous l'avez, vous pouvez relire tranquillement si vous avez des questions. On a aussi enregistré ce soir, donc on va mettre la vidéo en ligne. Et on essaye de vous faire partir demain toutes ces informations, tout le mail avec le PowerPoint et l'enregistrement. OK. Bonne soirée à tous. Merci à tous. Bye bye. Et puis au plaisir. Merci beaucoup. Bonne soirée. Bonne soirée. Merci. Bonsoir.